l'évolution ou bien l'amélioration, ou bien le développement des capacités et des compétences des apprenants en vue de vaincre plusieurs défis dans leur vie, même en dehors de contexte scolaire, soit au niveau du secondaire ou bien de la faculté. Donc, comme ça, je m'interroge, où peut-on placer ou bien localiser ces examens selon la démarche expérimentale largement connue avec les pédagogues et les didacticiens des sciences, tels que Gérard Forest, tels que Yves Bachelard, tels que Gaston Bachelard, tels que d'autres, Philippe Pernoud, avec cette démarche est devenue presque stable, presque consistante de point de vue interne et externe. L'OERIC, l'observation part toujours de l'observation, puis à la formulation d'une hypothèse, OERIC, O-H-E-R-I-S-C. Comme ça, le R ou bien le E, qui est l'expérience, ne prend que le S6e dans cette démarche. C'est l'une parmi plusieurs étapes. Mais à partir de votre exposé, chers collègues, je vois que les deux facettes des examens sont présentes. Les deux facettes, bien sûr, ce sont les avantages et les inconvénients. Ils sont présents. Puisque le fait de faire développer ou bien donner assez d'importance, plus que le volume pour les examens, va tuer d'une façon ou de l'autre l'initiativité et la créativité des apprenants et des étudiants. Comme ça, tu veux essayer tout le temps de tracer le chemin à suivre. Seulement, c'est une petite imitation, un travail à imiter, bout à bout, petit à petit, comme ça. Ça, d'une façon ou de l'autre, comme je disais, va tuer l'initiativité. Donc, ce qui est intéressant, c'est de faire une bonne corrélation, ou bien de chercher cette corrélation entre cette voie ou bien cette doctrine écocentriste pour éviter les obstacles épistémologiques qui pouvant être posés à ce niveau-là. Je ne sais pas si mon idée est claire, monsieur José. Je vais essayer de répondre donc, à ce que j'ai compris. Et j'aimerais bien de faire, à travers de la diapositive 12, le cycle d'investigation. Voilà ces étapes où peut-on, prenons le départ, qui est la première étape. Est-ce de trouver le sujet? C'est la première étape selon vous, cher. Si on n'a pas de la problématique, on ne va pas essayer de faire quoi que ce soit. Mais comment, la question pertinente, c'est comment trouver un sujet? On peut élaborer cette question, puisque ce n'est pas une question banale. Via, à titre d'exemple, une analyse des besoins, via des enquêtes, via de brainstorming ou autre outils. On peut... Oui. Donc, tout le temps, on se pose des questions sur pas mal Donc, toujours, nous, comme scientifiques, on se pose des questions sur notre domaine. Donc, en fait, lorsqu'on n'a pas de réponse, pour avoir des réponses, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut essayer d'entrer dans cet engrenage et réaliser ce cycle pour qu'à la fin, on puisse répondre à ce... Donc, toujours, on se pose des questions. Donc, je reviens tout à l'heure. Donc, l'Exao, on n'est pas en train de défendre à ce que l'Exao domine. Déjà, le fait de poser des équations comme ça, donc c'est un grand effort. Donc, avoir une idée sur les ordres de grandeur d'un phénomène. L'Exao, il intervient uniquement lors de la mesure et il le fait de manière à ce qu'il nous assiste. Donc, ça nous facilite les choses et ça permet d'obtenir des résultats sous forme de graphe. C'est visuel, donc il ne faut pas oublier que l'image, il vaut beaucoup mieux qu'un discours. Donc, le fait qu'on a des résultats sous forme d'image, ça nous permet de mieux interpréter, compiler ce qui se passe et donc d'essayer de répondre aux questionnements initiaux. Et pour l'Exao, je ne veux pas
je veux qu'on fasse un autre effort, c'est pas qu'on utilise uniquement l'hexao. J'aimerais bien que lors de nos TP, puisqu'on a gagné du temps, en introduisant l'hexao dans nos TP, j'aimerais bien qu'on oblige les étudiants à monter leur propre capteur avant de les exploiter pour réaliser les mesures. Donc, comme ça, l'apport de l'hexao serait encore plus important. Je ne sais pas, vous voulez mesurer de la température, je ne vous donne pas un thermomètre, je vous donne les outils à combiner pour réaliser votre thermomètre lié à l'interface et après vous faites la mesure. Comme ça, nos étudiants en profitent donc pleinement de l'expérimentation. Donc s'ils font ça sur un nombre conséquent de TP, je suis sûr qu'ils n'auront pas de problème à faire de la recherche, je dirais, expérimentale. Ils seront d'une grande utilité pour le pays. J'ai répondu. Il a fait 30%. Oui? Oui, monsieur. Merci bien pour cet exposé bien structuré, bien fait. Merci. Alors, l'état des lieux des enseignants maintenant qui sont des responsables de TP, moi je suis responsable depuis 20 ans, 25 ans. On faisait le travail de l'enseignant, c'est le client, le technicien, l'ingénieur et puis l'artisan. Alors, si vous ne faites pas l'artisan, jamais cet été ne marche. En plus de ce qui est logistique, il faut le faire, les marchés, etc. Et donc, actuellement, les gens, ils fuient ces responsabilités. Parce que ce sont des responsabilités ingrates. Maintenant, c'est à nous de faire les groupes, de faire la présence. Alors qu'il y avait des gens avant qui faisaient tout ça, qui réalisaient. Pour le département des enseignants, on a fait un bonus. Si vous prenez un TP, vous avez un bonus 30 heures, 25 heures. Et malgré ça, il y a très peu de clients qui font ça. Ben, vous remontez ça à 100 heures. Oui. Alors, j'ai une petite question qui est, pour moi, c'est primordial, ce que vous avez exposé sur la page de 2, 3, 4. C'est la conception. Voilà. Alors, c'est la 3. Les gens ne comprennent pas la différence, ils ne comprennent pas la différence entre le réel, la page 4, la différence entre le réel et la conception du réel. Ça, il faut un petit peu expliquer ça aux gens, parce que c'est une chose qui est très intéressante. Parce que les gens croient quand tu fais une mesure, c'est la réalité. Non, c'est pas ça. Si on... Il a un Wagner, il commence à mesurer. C'est ça la réalité. Hein? Je suis physicien, donc je vais parler des choses qui concernent donc, la physique et particulièrement l'optique. Si on fait juste comment notre conception de la lumière il a évolué durant les siècles, et on comprend que c'est jamais parfait. Donc, ce siècle, on commence à nous dire que la lumière est quantique, mais avant c'était une onde, avant c'était un rayon lumineux. Ni l'une ni particule. Donc, la conception, c'est-à-dire le monde qu'on juge maintenant, c'est juste un modèle, c'est jamais parfait. Voilà, on s'en rapproche plus de la réalité. Oui, donc en traitant des problèmes, chacun apporte des solutions, bien une idée à un problème. Et vous remarquez qu'il y a toujours de la théorie et de l'expérimentation. Il faut qu'ils se raccordent pour qu'on puisse accepter le modèle. S'il y a des théories qu'on ne peut jamais vérifier expérimentalement, en fait, on les laisse de côté. Donc, on attend qu'ils soient confirmés ou infirmés pour savoir si on doit les garder ou pas. Parfois, il y a l'expérience qui devance donc la théorie. Donc, on voit des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc, il faut attendre que les gens arrivent à les expliquer. Donc, il y a toujours cette confrontation. En fait, il n'est pas instantané. Il peut être, je dirais, différé. Donc. Mais la confrontation existe pour pouvoir construire ce modèle. Vous avez dit Ah bon? Ce qu'on fait en chimie, donc en physique, c'est la même chose, c'est la validation. J'ai essayé de parler science, même si je suis physicien, donc... Validation du droit, etc. Alors qu'en biologie, non. On plonge, et puis après, on cherche la loi. Je ne peux pas répondre à la place du C'est ça. Donc, on fait l'expérience, et puis après, on fait des inductions et des déductions oui. à partir de
Donc ça, c'est cette classe d'expérience, d'exploration. Donc on fait, on voit, puis on cherche les tendances entre les variables qu'on peut mesurer. Parfois, il y a des variables qui sont très petites ou indétectables. Ils sont importants, mais on n'arrive pas à les exploiter, donc on les ignore un petit peu. Mais entre les variables qu'on peut mesurer, on essaie d'établir des tendances et on essaie donc de répondre à la problématique initiale. Oui. Oui, mais intervenir en partie de répondre à cette question. Donc, je pense qu'il y a deux parties dans notre travail. Là, il y a la partie recherche, et la recherche est fixée par la méthode expérimentale. La méthode expérimentale, c'est le constat. Donc, on constate un phénomène, puis on va proposer un modèle, généralement mathématique, et puis il faut valider ce modèle en faisant des expériences si on peut. Maintenant, il y a un autre aspect, c'est que, point de vue pédagogique, quand on veut présenter quelque chose aux étudiants, donc normalement, on leur présente quelque chose qui a été déjà développé. Et l'idée, c'est de les faire découvrir des phénomènes qui sont trouvés déjà. Donc, ils ne sont pas dans la phase de la recherche, ils sont dans la phase de découvrir quelque chose qui a été déjà découvert. Et donc, le rôle de l'enseignant, c'est de les pousser à ce qu'ils posent la bonne question, ou les bonnes questions. Et c'est la difficulté, parce que l'enseignant, il connaît les lois, ou chimiques, ou biologiques, ou n'importe. Mais en fonction des moyens qu'il a, de mesure ou autre, comment provoquer chez l'étudiant pour qu'il se pose telle question, ou bien pour qu'il lit, ou qu'il interprète les mesures qu'il a en fonction de ce qu'il a appris en cours, ou bien des études bibliographiques qu'il a. Je pense que c'est ça le rôle, c'est quand on veut proposer un texte pour les étudiants, ce n'est pas pour découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est juste pour orienter l'étudiant vers la question ou les questions qui nous paraissent intéressantes pour la suite, pour les connaissances. Bon, je ne sais pas si j'ai... Il était en train d'essayer de vous répondre. Donc. Merci. Dans ce cadre-là, je crois que parmi les rôles et les fonctions d'un enseignant, c'est en tant qu'un facilitateur de l'apprentissage et un développeur des compétences des apprenants, des étudiants, il doit tout le temps faire de ce qu'on appelle une réflexion épistémologique concernant la transposition didactique. Comment peut-on passer avec un savoir savant, un savoir de type hard, شي حاجه اللي قاصحه ديال هذا وترجع accessible. En poussant l'étudiant à poser la bonne question. Bien sûr, هذا la transposition de la réflexion هذه باش تعطيها حتى وقت تشوف لي زوتي تشوف لا كونسيبسيون ديال لوتي ديالك ديال le point de départ, le déclencheur de l'opération apprentissage-enseignement, qui est la meilleure méthode pour initier cette opération et pour créer la motivation chez ces étudiants. C'est pour ça que j'exige qu'il y ait des gens de sciences de l'éducation avec nous. Donc, il y a des choses dont on ne fait pas attention. Donc, question, et ce sera la dernière. Oui. Concernant le système d'évaluation, puisque en tant qu'une opération pédagogique essentielle dans ce processus, où peut-on et comment peut-on adapter l'évaluation à ce type de travaux? Je ne sais pas comment on va répondre. Déjà, je ne suis pas pour l'évaluation, personnellement. Donc,
Normalement, à l'université, on a une offre pour les étudiants pour qu'ils puissent venir améliorer leurs compétences. Ça me paraît donc... je fais passer au deuxième ordre les questions d'évaluation. C'est à eux. هما اللي خصهم ينهلوا من داكشي اللي كنعطيوهم ويتعلموا. À base des examens. Moi, comme enseignant, ça m'a... On peut faire des... Au lieu de lui donner un voltmètre qui coûte 4 000 dirhams, on lui donne un voltmètre numérique, donc... C'est qu'au lieu de tracer la chose avec du papier millimétré et faire du temps pour calculer les échecs, ben, il voit la courbe directement affichée sur le soir. Donc, alors c'est ça les Mourad. Je voulais juste intervenir, si vous permettez, pour faire bien la différence. Deux notions bien l'une à côté de l'autre. Il y a la recherche et la pédagogie. Les examens qu'on met en place, nous, en tant qu'enseignants, c'est pour la pédagogie. On fait notre recherche pour aider la pédagogie. Ce n'est pas la recherche pour la recherche, parce qu'on a un problème. Les protocoles qu'on propose et sur lesquels on travaille sont destinés pour la pédagogie. C'est-à-dire, comme a dit le professeur Hidi, c'est quelque chose qui a déjà été établi. On cherche à attirer la curiosité de l'étudiant pour qu'il comprenne un phénomène. C'est tout. Maintenant, la recherche elle-même, c'est toute une autre approche. Ce n'est pas du tout ce qu'a proposé, a présenté le professeur Ronald. C'est destiné pour la pédagogie, ce qu'il a présenté. Je crois qu'il faut faire la même chose. L'évaluation, elle est identique, puisqu'on ne fait pas de CP virtuel ou autre. On fait un véritable TP, on fait une véritable expérimentation. Sauf, comme on l'a dit, on le répète, elle utilise un matériel moins lourd, moins conséquent. Et on est assisté, donc, par expérience, oui. On va plus vite pour pouvoir le faire. Donc, si l'étudiant se plante, excusez-moi du terme, on se trompe, tout simplement, il peut refaire jusqu'à bien comprendre. C'est un des objectifs de notre approche. Alors, on peut continuer sur cette pédagogie, mais je crois que le temps a passé. Je vais juste répondre. Donc, par expérience, en TP de physique, quand on le faisait avec la méthode traditionnelle, pour la prise de valeur, ça dure un quart d'heure. Et pour passer à la phase de présenter le résultat sous forme de graphe, ça prend les 2 heures d'après. Donc, on perd beaucoup de temps avec l'examen. Donc, on le fait en un quart d'heure, donc que ce soit la prise des valeurs, la reprise. Donc, le TP peut monter en qualité. Donc, on peut faire à ce moment beaucoup de choses. On passe le temps à l'interprétation. Là, on garde le même temps, mais au TP, il devient qualitativement et quantitativement plus consistant. C'est très important. Vous permettez, on passe à la deuxième conférence. Donc, merci. Je suis Safa Hadidi, enseignant-chercheur. Tu veux répondre? Oui. Safa Hadidi, enseignant-chercheur à l'école supérieure de technologie de Moussa, et un membre de l'équipe d'Exao de Moussa. En attendant donc le démarrage de sa conférence, donc vu l'importance de l'expérimentation pour l'apprentissage, et vu le budget très limité qu'on a dans nos universités, donc on fait de plus en plus appel à l'examen ouvert, donc à l'expérimentation ouverte. Safa donc va nous parler de l'examen ouvert, donc il s'agit donc d'une expérimentation libre et spontanée. Il s'agit donc d'utiliser ce qu'on appelle tous nos moyens d'Internet, des smartphones, avec toutes les applications que contient donc les smartphones, et en plus dans des espaces libres, pas nécessairement à l'université ou bien au lycée. Donc à travers ce qu'on appelle les réalités virtuelles et les réalités augmentées, donc c'est un sujet d'actualité. Donc à travers la conférence de Mustafa, du professeur Mustafa Azizi, donc on va vivre donc, ce qu'on appelle donc, la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc, qui sont donc ces réalités d'illustration et
les deux projections. Je vous donne la parole, professeur Safai. Merci, professeur Drabeh. Bismillah, assalamu alaikum. Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier les collègues de l'UMP pour m'avoir invité. Tout à l'heure, donc, la discussion donc, portait sur l'apprentissage. Donc, juste donc, en rapport avec ça, donc, je vais partir sur 3 points. Donc, dans l'apprentissage, très important, les objectifs, les connaissances et les compétences. Des fois, on confond. Et ça pose problème. Parce qu'un TP, ça peut être fait, par exemple, pour Bac plus 2 d'une façon, pour Bac plus 3 d'une autre façon, Bac plus 5, etc. Donc, dépendamment des compétences que nous voulons donc développer donc, chez l'étudiant, dépendamment, parce qu'une connaissance aussi, ce n'est pas forcément une compétence. Et ça, il faut que ce soit donc présent tout ça dans l'objectif du TP. Une autre chose aussi très importante, c'est que le capteur, c'est un générateur de données et pas forcément un générateur de connaissances. Et là, il faut faire attention à ça parce qu'avec le capteur, il faut développer les connaissances par la suite. Chose aussi qui m'importe aussi, c'est peut-être dans l'avenir, donc avec l'IA, développer des capteurs de connaissances, pas juste des capteurs de données. Bien sûr, donc avec ça, donc, il faut que le capteur soit aussi presque un ordinateur, donc il faut l'outiller plus. Bon, je reviens donc à ma présentation. Chose aussi donc importante, c'est que donc on est l'assistance ici donc est multidisciplinaire. Donc pour certains donc très important certaines choses, pour d'autres c'est pas important. Donc prenez-moi aussi de ce côté-là. Donc certaines choses donc pour moi ils sont pas importantes parce que dépendamment des objectifs très importants. Pour un biologiste par exemple, pour un TP, faire certaines mesures, etc. Pour lui c'est très important. Pour moi, ce n'est pas important. Dépendamment du temps, parce qu'on doit gérer le temps. Très important le temps. J'ai 1 heure, 1 heure et demie pour faire mon TP. Lui, peut-être, il va, disons, donc, sur l'excitation de muscles, de la grenouille, etc. Pour moi, donc, ça, ce n'est pas important. Pour moi, c'est tout ce qui est donc, montage, c'est important. Donc, ici, donc, vient donc, la compétence que nous voulons développer chez l'étudiant. Est-ce que nous voulons qu'il maîtrise le montage de TP? Ou bien avoir la connaissance que si j'excite le muscle, bon, il va faire comme ça, il va faire comme ça. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il faut enregistrer donc, dans la mémoire de l'étudiant? Parce que finalement, on va avoir des bases de données et des bases de connaissances. D'accord? Est-ce que la courbe, très importante pour moi, avoir donc une courbe qui monte, hein, ou c'est la connaissance qu'il va donc retenir ici, c'est que si j'excite avec une tension, disons, positive, le muscle va se rétrécir ou négative, donc il va se fléchir, etc. Donc, c'est ça les connaissances que... Donc, il ne faut pas donc s'attacher plus à la façon comment faire, parce que cette façon change avec le temps. D'accord? Donc, c'est ça ce que... Et aussi, donc, l'expérimentation, il ne faut pas que ce soit limité juste au TP formel. Il faut que ce soit... On la vit donc un peu partout. Si on va donc la restreindre au TP, ça, c'est problématique. Et surtout donc avec l'avenir, donc là avec donc tout ce que nous savons déjà et puis donc d'autres choses ils vont venir donc avec les smart cities, les smart homes, etc. Nos maisons, ils vont devenir des laboratoires. Donc pourquoi moi je vais investir beaucoup sur donc mon vivier alors que je ne l'utilise pas dans l'apprentissage de mes enfants ou la smart city, etc. Donc pour les citoyens, etc. Très important ça, parce que et là, on peut dire donc l'EXAO, pas forcément que ce soit toujours par ordinateur, mais par smartphone. Donc, très important aussi, donc, nous, on est donc des enseignants, etc. Donc, de notre mission aussi, que l'étudiant, il doit donc recevoir un apprentissage correct. D'accord? C'est vrai, donc, la perfection, donc, c'est pas toujours donc, du premier coup. Mais donc, c'est un contrat, donc on essaie c'est-à-dire donc avec l'apprentissage, je ne vais pas donc donner de l'information incomplète à l'étudiant. Si je peux la faire donc correctement, je le fais. Si je dois acheter, j'achète. D'accord? Bon, si je ne peux pas, donc, mais je dois lui montrer quand même que voilà l'information. Très important ça. Des fois, donc, on dit, donc là,
disons, le cours, donc c'est 20 chapitres et moi je fais 10. Et je dis, j'ai fait ma... Non, ça c'est pas correct. D'accord? Donc il faut chercher les 20. Parce que c'est ça le contrat. Même si on n'arrive pas, donc ça, parce que c'est la connaissance. Donc dans l'apprentissage, donc juste donc, dissocier donc, les collègues des sciences de l'éducation, peut-être ils vont donc être en phase avec moi sur certaines choses en déphasage. Donc dissocier donc, l'apprentissage et l'enseignement. Donc moi, je me focalise beaucoup plus ici sur l'apprentissage. D'accord? Donc, ce qui m'apporte, c'est ce qui va donc rentrer dans ma tête. D'accord? Que ce soit un savoir, un savoir-faire. D'accord? Donc, le processus d'apprentissage, donc il est institutionnel, donc ce que nous offrons donc à nos étudiants, ça peut être donc libre. Donc, l'étudiant, il pourrait donc lui-même faire des apprentissages, c'est-à-dire de choix, etc. Ou bien aussi, donc, la vie nous fait apprendre beaucoup de choses. Juste en allant, en venir, etc. Très important, donc, tout ça. Et puis, donc, ce que donc, je vais donc vous proposer, donc, c'est l'apprentissage par smartphone, du fait que tous nos étudiants, etc., nos enfants, maintenant, donc, ils sont dotés de smartphones, des fois, donc, ils sont très sophistiqués qu'un ordinateur. Et les capacités, etc., avec le temps, etc., ils vont avoir beaucoup encore plus de capacités que ce qui est donc avec l'ordinateur, d'autant que ces outils-là, ils sont disponibles et puis donc toujours donc, dans nos poches ou avec nous. Donc, je peux donc toujours donc, utiliser ceci pour l'apprentissage. Peut-être que je vais essayer sur certaines choses, donc tout ça. Et puis donc, ça m'importe aussi donc l'expérimentation en ligne. Et comme vous le savez, donc avec le Covid, etc., donc tout le monde donc, se mettait donc à donner des cours en ligne. Et ça, peut-être c'est important que les pédagogues ou les gens ou les profs de sciences de l'éducation donc donnent leur, disons donc leur avis sur l'efficacité, par exemple, de l'enseignement à distance. Ça, par exemple, ça c'est très important. C'est vrai, donc chacun il pourrait donc de sa façon faire donc un cours à distance, mais personnellement, il y a toujours des discussions de la subjectivité donc sur ce point-là, du fait que les sciences de l'éducation, comme d'autres sciences, c'est pas des sciences exactes. C'est ton avis, c'est mon avis, etc. On peut pas dire c'est pas des mathématiques, ça égale à ça, d'accord? Mais le problème c'est que l'étudiant il va suivre. Si tu l'as fait donc correctement, etc., ça va passer dans sa tête, c'est bon. Si ça marche pas, ça marche pas. Donc différentes façons de faire ceci en ligne. Donc, des fois, donc, on peut faire de la simulation en ligne. D'accord? Des fois, donc, c'est une expérience dans un laboratoire. D'accord? Donc, le laboratoire est déjà donc, préparé en ligne pour que donc, certaines choses donc, soient faites ou commandables en ligne. Des fois, c'est le formateur lui-même donc, qui va faire le TP et puis donc, les autres, ils sont en train de le regarder. Et des fois aussi, donc, ce qui est possible avec, c'est donc dans notre cas, donc, moi je suis donc à peu près donc en informatique industrielle, et puis donc avec donc ce qu'ils appellent actuellement les objets connectés. Donc ces objets connectés, donc ils sont moins chers. Et puis il y a possibilité aussi de doter donc les étudiants de moyens chez eux. C'est-à-dire au lieu de faire le TP en ligne, etc. Je peux par exemple leur donner donc tous les moyens. Ils vont faire le TP chez eux et puis donc nous, donc, en tant qu'enseignants, on les supervise à distance. Donc ça aussi, c'est une possibilité du fait que c'est moins cher. Et puis donc l'exAO aussi, donc elle est toujours donc présente, surtout donc les 2, 3, 4. Donc c'est toujours donc on peut utiliser l'ordinateur ou les smartphones ou les tablettes, etc. Pour faire le traitement. Donc, pour donc, mettre les choses en ligne, donc il y a certains... moi, je ne suis pas dans le projet Microlab. Bon, j'espère avoir une carte pour la tester avec les autres. Mais donc, il y a aussi donc, plusieurs donc, techniques qui existent. Et donc, dépendamment des objectifs. Comme je disais, dépendamment des objectifs. D'accord? Mais moi, je suis pour la démocratisation des solutions.
Parce que le fait d'adopter une solution, la généraliser à tout le monde, on est en train de borner l'apprentissage. D'accord? Mais il y a d'autres façons aussi. Donc, il faut toujours comparer ce que nous avons par rapport aux autres. Et puis, donc, dépendamment des objectifs, je peux par exemple dire ceci, donc ça va pour tel objectif, mais pour non, ça ne marche pas, donc je dois avoir une autre qui fait donc l'affaire. Donc, beaucoup de solutions existent aussi, donc, qui sont à bas prix, 30 $, 50 $, etc., jusqu'à 100 $. Donc, différentes solutions, de 10 $ à 100 $, qui permettent de faire donc pas mal de choses en ligne. Bon, juste aussi donc pour le laboratoire en ligne, etc. Donc, on peut donc par exemple avoir donc les étudiants avec leur smartphone quelque part. Donc, différentes situations, ça peut être donc sur le campus, ça peut être donc ailleurs. Parce que même des fois, donc, les étudiants ils viennent donc chez nous, donc sur le campus pour se connecter, non pas l'internet chez eux. Donc, il peut par exemple sur le campus faire le TP, donc qui est dans le laboratoire qui est fermé aussi. Donc, il y a cette possibilité. Et puis, donc, moi, j'aurais ici des exemples de réseaux, donc Internet of Things. Mais bon, ceci, donc, ça peut être donc l'infrastructure qu'on doit donc adopter pour tout laboratoire en ligne, plus ou moins. D'accord? Et puis, donc, il y a des composants, etc. Donc ce qu'ils appellent donc les things. Certains, donc, ils sont préparés pour être connectés directement sur le réseau. D'autres, donc, il leur faut donc des cartes de passage, donc, telles que la carte que je viens de montrer. Bon, donc ça, c'est par exemple là où il y a les capteurs, disons les actionneurs, etc. Là, par exemple, donc, je peux donc avoir, donc, comme la plateforme qu'il a montré donc, hier, donc, professeur Msroudi, donc Thingsboard, par exemple, je peux l'avoir donc, sur le cloud. Et puis, donc, l'étudiant qui est, donc, disons là, donc, il pourra donc, disons, donc, avoir accès directement ici, ou avoir accès donc, aux données donc, qui sont là, dépendamment. Donc, s'il veut avoir c'est juste parce que dépendamment, comme je dis, des objectifs. Certains, ils veulent donc avoir les capteurs, etc., directement. Donc, parce que c'est dépendant. Si c'est des électroniciens, ils s'intéressent beaucoup plus donc, aux capteurs, etc. Si c'était par exemple informatique décisionnelle, sciences des données, ils s'intéressent beaucoup plus aux données. Ils vont aller donc ici, donc avoir les données, datasets, etc. pour faire Donc, dépendamment des objectifs, donc on cherche l'information. Comme je disais, donc les capteurs, donc c'est des générateurs de données. Et ces données-là, donc, ils peuvent donc aller en information, en connaissance, dépendamment de chacune des disciplines. Bon, je voulais aussi donc associer tout ça donc avec ce qu'ils appellent la révolution, quatrième révolution industrielle, donc qui est actuellement massivement connue donc par tout ce qui est donc objet connecté, l'IA, et puis donc le cloud, plus le big data, etc. D'accord? Donc, ça, c'est important donc, de le mettre dans le contexte pour dire qu'on va apprendre beaucoup plus de l'extérieur de l'université. Et l'université doit donc évoluer. Okay? Parce que certaines choses que nous faisons à l'université, peut-être, les étudiants ils vont apprendre disons, dans Smart City, donc à l'extérieur, et à l'université, on doit développer d'autres choses qui sont complémentaires. D'accord? C'est pas l'inverse. Chez lui, donc, il va apprendre beaucoup de choses. Disons, quelqu'un, donc, il a, disons, les caméras de surveillance. Donc, c'est sûr, donc, s'il s'intéresse, il va apprendre beaucoup plus sur le montage des caméras de surveillance, l'utilisation de ça, le cryptage, etc. Et à l'université, si on ne fait pas ça, alors que des fois, on parle de sécurité, etc., c'est mal vu. D'accord? Donc, très important de comprendre donc, cette philosophie de l'industrie 4.0, donc avec les sommations, donc ce qu'ils appellent aussi donc maintenant IIoT, donc Industrial Internet of Things, là où c'est très important. Donc l'Internet avant, c'était dans le social. Maintenant, avec la révolution 4, l'Internet, c'est dans l'industrie, c'est dans les usines. C'est ça ce qui est donc si vous voulez, donc la chose ou la contribution la plus importante, c'est les smart factories. C'est-à-dire, donc, au lieu que avant, donc, disons, les process de gestion, etc., c'était ça. Donc, maintenant, c'est le processus de production qui est connecté. De production, je veux dire. Donc, et c'est là aussi, donc, pas mal de problèmes, peut-être, donc, ils vont se poser quant à la gestion de production, etc. Est-ce qu'on est bien sécurisé pour gérer ceci, ainsi de suite.
Donc ça, c'est ce que j'étais en train de dire, donc avec donc Open Everywhere Learning, c'est-à-dire donc, c'est-à-dire on va apprendre un peu partout et n'importe où. Donc tu vas être avec votre smartphone, là où tu es connecté, et cette connexion, il va te donner donc accès aux informations, par exemple, donc comme vous voyez donc les applications donc qui nous entourent, on peut donc avoir disons donc des données sur la température, des données sur ça, donc toutes les informations que nous cherchons, on peut donc les avoir. Même donc avec cette révolution, etc., même accès à des usines, faire des visites, etc. Bon, et maintenant, je passe donc à cette vidéoscopie pédagogique. Et là, c'est les collègues de sciences de l'éducation, ils peuvent aussi donc rebondir sur ça parce que ça vient de là. Moi, je ne l'utilise pas donc du point de vue donc sciences de l'éducation comme ça a été donc défini au départ, bien que la définition donc qui existe Office québécois de la langue française. Donc, c'est une pratique qu'utilisent les enseignants pour s'autocritiquer, si vous voulez, donc sur la façon d'enseigner. D'accord? Donc, il appelle aussi donc c'est ça, je crois, l'autopsie. Donc, c'est-à-dire donc l'enseignant, donc, bon, il fait donc une présentation et puis donc il est filmé et après il se regarde et il regarde sinon qu'il a fait des erreurs et après il corrige, etc. Donc moi, donc, je veux donc avec ça, ce principe-là, je l'utilise pour l'expérimentation. D'accord? Le TP, il se fait. Donc en même temps, les étudiants donc, sont là avec ils filment. Donc ils filment. Et donc, le fait de filmer, etc., en filmant, on est en train d'enregistrer des données. D'accord? Et certaines données, donc, ils sont plus ou moins donc, explicites dans le film, d'autres, ils ne le sont pas. D'accord? Et puis, donc, celles qui ne le sont pas, donc, avec l'avancée aussi donc, de la technologie, etc., peut-être dans l'avenir, ils le sont. D'accord? Parce que donc avec la caméra, des fois, donc la caméra sur le smartphone, donc c'est une caméra, donc disons, non infrarouge par exemple, etc. Donc certaines donc, résolutions. Donc certaines choses sont possibles, d'autres ne sont pas possibles. Mais avec ce film-là, on peut par exemple donc aller analyser, etc. Donc passer de la vidéo donc, aux images, etc. Faire donc de l'analyse avec des applications et tirer des données que peut-être donc c'était nécessaire de les tirer donc avec les capteurs. Donc, des fois, on peut s'en passer de ces capteurs-là juste en filmant. D'accord? Par exemple, capteur de position, de vitesse, etc. Donc, des fois, juste en filmant, on peut s'en passer d'un capteur de vitesse, de position et d'accélération, etc. Et puis, donc, sachant que si donc, le smartphone, il est doté donc certains, ils sont dotés d'accéléromètre, etc. Et d'autres capteurs. D'accord? Donc, pourquoi donc aller faire tout un montage, etc. alors que donc, tu as donc, le laboratoire sur ton smartphone. Donc, passons maintenant à la réalité virtuelle. Donc, comme dans le même sens d'idée. Donc aussi, comme les collègues étaient en train de montrer hier, donc leur laboratoire, etc. Ça a été donc plus, bon, ce qu'ils ont fait, donc c'est très bien, etc. Donc je ne dis pas, mais ça aurait dû donner plus de valorisation, je veux dire, si par exemple s'ils ont organisé par exemple une visite virtuelle au laboratoire. Ils ont ajouté ça. Et ça c'est ce que je veux dire là. Donc, c'est-à-dire ajouter donc, à ce que vous faites de la virtualité et que l'étudiant, et ça c'est très important pour l'expérimentation en ligne, c'est-à-dire l'étudiant qui est chez lui, il va se sentir comme il est dans le laboratoire. D'accord? Donc, ça se fait donc avec, par exemple, des locations c'est-à-dire louer une maison, donc ça se fait, donc si vous regardez sur Internet, aller dans un hôtel, voir l'hôtel, visiter un musée, etc. Donc il y a un musée, donc il y a pas mal de choses qui existent aussi sur Internet et qui utilisent la réalité virtuelle. Donc juste pour préciser donc sur la réalité virtuelle, ça peut être donc fait sur quelque chose de réel. On lui ajoute donc des choses donc disons virtuelles, d'accord? Comme ça peut être fait donc sur l'imaginaire. Des choses qui n'existent pas. Mais je souhaite que ça va exister. D'accord? C'est comme les films de science-fiction. Donc,
en général, donc avant, donc, il y a pas mal de choses n'existaient pas avant. C'était juste science-fiction. Mais maintenant, elle existe. Donc, pas mal de choses donc, en robotique, avec l'IA, etc. Avant, il n'existait pas. L'Internet aussi n'existait pas. Donc, avant, le fait d'être connecté un peu partout n'existait pas. Donc, mais maintenant, il existe. Donc, des fois, donc, on peut, par exemple, ou disons, donc, des fois, donc, un enseignant, il veut que l'étudiant fasse certaines choses. Il peut, lui, donc, imaginer le processus par réalité virtuelle, et l'étudiant, il va le voir, mais il va le réaliser. C'est-à-dire, donc, pour l'enseignant, il n'existe pas encore ça. Pour l'étudiant, parce qu'il n'a pas, donc, la solution. Donc, c'est l'étudiant qui va le faire. Mais au lieu de lui montrer ceci, donc, disons, par écrit, il peut lui montrer ceci par réalité virtuelle. D'accord? Donc, ça, bon, moi, je mets ceci donc entre vos mains pour discussion. L'intérêt aussi donc avec les gens pédagogues et sciences de l'éducation, l'intérêt de ça pour l'apprentissage. D'accord. Alors donc, mais ça nécessite aussi donc des accessoires, donc des lunettes, etc., des casques, etc. Donc, ça peut être donc juste, c'est-à-dire donc pour un étudiant chez lui donc des lunettes, etc. Mais si nous voulons donc développer plus, donc il faut investir. On peut donc avoir une salle de réalité virtuelle, donc équipée. Donc là, on peut, par exemple, donc on peut donc avoir. C'est comme par exemple les théâtres ou les cinémas avec réalité virtuelle. Là où tu vas sentir que toi tu es dans le film. D'accord. Donc ça donne une sensation donc disons réelle. Bon, ça c'est ce qu'on a senti. D'accord. C'est-à-dire que tu vas dans quelqu'un qui va tirer donc c'est comme il va tirer sur toi. Donc tu vas avoir peur. Donc, c'est des sensations qui sont faites avec des capteurs réels. D'accord? Mais bon, c'est le virtuel. D'accord? Certainement, vous avez vu ceci dans les films. Donc, ceci aussi est très important si nous l'intégrons. Bien sûr, donc c'est à explorer. Donc, comme il disait donc, le collègue avant, c'est à explorer et voir qu'est-ce que ça donne. D'accord? Je sais que ça pourrait donc fonctionner pour pas mal de choses, mais pas pour toutes les choses. Moi, je suis toujours contre la généralisation. Donc, il y a toujours des restrictions et des limites. D'accord? Mais il faut explorer. Donc, donc, je vais sauter juste pour introduire. Bon, ça c'est bon, la présentation il y a. Les applications là, donc cette réalité virtuelle, donc il est utilisé. Très important de savoir que les jeunes sont très impliqués dans ça. Et nous, donc, on est en train de former les jeunes, d'accord? Dans les jeux vidéo, dans les jeux de rôle, par exemple, dans les jeux vidéo, etc. Donc, il y a certains qui vont donc jouer le rôle du chasseur, du soldat, de la bonne personne, des fois de malfaiteur, etc. Donc, ils jouent des rôles. C'est comme un acteur. D'accord. Donc, il y a aussi donc, certains films donc, que vous connaissez déjà. Donc, ils sont faits donc, avec des effets spéciaux, donc de réalité virtuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas la réalité, mais lorsque vous voyez donc ceci, c'est comme c'est réel. D'accord. Nous, on n'a pas de formation, on n'a pas de, à ma connaissance, donc à l'université, parce qu'il y a certaines formations filières qui sont spécialisées sur ça. Nous, à l'université, à ma connaissance, on n'a pas ça. Je ne sais pas à Rabat s'ils ont ou ailleurs dans une autre université. D'accord. Donc, mais c'est intéressant aussi donc d'avoir donc ceci à disposition. Certains donc ils le font pour thérapie des phobies. Donc quelqu'un par exemple qui a peur de, je ne sais pas, des araignées, peur donc des altitudes, etc. Donc ils le mettent, donc ils vont lui donner la sensation, mais lui il est sur la chaise. D'accord. Ça peut. Ça, c'est ce qu'ils font donc les gens. Moi, donc, je suis en train de vous raconter ici. Donc, pour nous, donc, par exemple, ça peut être intéressant donc, pour les classes en ligne. Donc, certains, donc, ils sont en classe, d'autres, ils ne le sont pas. Mais, c'est-à-dire, lorsque tu vas à la classe, tu vas voir tout le monde présent. Donc, l'idée, c'est ça. C'est-à-dire avoir donc l'air d'une classe pleine, quoique pas tout le monde y sont là. Bon, il y a des outils, etc. Pour développer et pour générer. Donc, il y a des logiciels, il y a aussi des outils pour développer. Pas tous ils sont gratuits, donc là, la majorité sont payés. Bon, passons maintenant à la réalité augmentée. La réalité augmentée aussi, ça peut être donc très intéressante. Donc, avec la vidéo,
C'est-à-dire, c'est le fait de partir sur des réalités qui existent. Disons, par exemple, on est en train de filmer quelque chose, et sur ce quelque chose, on va donc injecter de l'information. On va ajouter d'autres choses, une autre couche. D'accord? C'est comme, je ne sais pas si vous connaissez les SIG, les systèmes d'information géographique, ou les agronomes. Donc, ils ont des couches, disons, de coordonnées, etc., etc. Après, donc, ils ajoutent une couche, disons, de végétation, une couche de relief, une couche. Donc, c'est des couches. Donc, chaque couche, elle est spécialisée. Mais lorsque tu regardes toi, donc tu vas regarder tout. Mais en fait, il y a des couches. C'est la même chose. Donc, on peut partir sur une couche de vidéo et sur laquelle on met une couche, par exemple, de données. Disons donc qu'on est en train de filmer dans un musée, donc dans un show de portraits, des travaux de certains peintres, par exemple. Et puis donc, pour chaque image, etc., ou photo, etc., on ajoute, disons, une légende. On peut donc l'ajouter par réalité augmentée. C'est-à-dire, au lieu que ce soit dans le film, il n'est pas ajouté. Et ceci donc pourrait, par exemple, être donc intéressant pour les étudiants, pour leur dire, et ça, donc par exemple, pour ce qu'ils présentaient donc les collègues hier, par exemple, disons que, surtout dans le laboratoire. Dans le laboratoire, donc, je ne sais pas si, à ma connaissance, donc c'est rare que vous allez trouver, par exemple, des étiquettes sur tout. Donc, c'est-à-dire, je prends le fil et j'ajoute des étiquettes sur le fil. Par exemple, ceci, c'est un capteur d'attention, ne touchez pas. Ah, je peux ajouter même des alertes, pas mal de choses. C'est-à-dire qu'en passant, donc, il y a l'information qui sort. Tournez ici, donc ça, c'est interdit. Je peux mettre des choses donc, dedans. Ça pourrait donc aider donc, les étudiants, etc. Donc, la même chose, donc, ceci, donc, il y a beaucoup d'applications, etc. Donc, c'est donc l'exemple, donc, c'est comme ça. Donc, on peut ajouter de l'information dessus. On peut interpréter, mettre des courbes, etc. Donc, je passe sur un capteur de température, par exemple, tout de suite, sa courbe sort. La température commune. Très important ceci dans l'industrie, dans le contrôle. C'est-à-dire, donc, dans l'industrie en général, donc, ils ont ce qu'ils appellent donc, une salle de contrôle. Et pour voir, donc, disons, donc, l'évolution de différentes grandeurs physiques, la régulation, ainsi de suite. Donc, ils doivent regarder un écran. Avec ça, donc, sur le smartphone, donc, il est en train de passer, et tout de suite, ça lui sort. Donc, là aussi, donc, on a besoin d'accessoires, les lunettes, etc. Donc, maintenant, donc, depuis 2015, donc, les réalités, donc, ils sont toutes présentes et mélangées, etc. On parle de réalité mixte. D'accord? Donc, je vais aller vite. Bon, les scénarios, donc je propose, par exemple, dépendamment de ce que nous voulons. Donc, très important, nos objectifs. Parce que des fois, nous voulons faire tout, mais ce n'est pas ça. Il faut voir l'étudiant, il a besoin de quoi. Si nous voulons faire une visite, etc., donc, aux présentations d'ATP, là, donc juste avec, par exemple, la vidéo, donc, ce que j'ai appelé donc, la vidéoscopie, plus réalité augmentée. Donc là, le TP, etc., je donne ceci, ça, etc. Donc, je l'informe sur le TP. Parce que des fois, donc, à ma connaissance dans le temps, tu rentres, tu ne sais pas c'est quoi ça. C'est vrai, donc on avait donc un manuel, etc. Mais c'était dans le temps, c'était sans image. Je ne sais pas maintenant comment les choses y sont. Mais avec ça, donc, ça peut, dans un monde numérique, ça peut donc régler pas mal de problèmes. L'explication de l'exécution d'un TP. C'est-à-dire, parce que tous les TP que j'avais donc fait dans le temps, faculté des sciences, c'était des TP examen. Moi, personnellement, je m'excuse, je suis contre cette façon d'apprentissage. Parce qu'on n'a pas appris beaucoup de choses. Parce que ce que j'avais appris, ce que j'ai fait moi-même. Parce qu'après, donc, il n'y avait pas de réponse, etc. Comment je vais savoir que c'était juste ou c'est pas? D'accord? Donc, parce qu'à la fin, le contrôle, etc. Mais où est-ce qu'il y a la réponse après? Moi, dans ma façon, donc, en tant qu'enseignant actuellement, j'ai changé ça pour moi. Moi, je fais le TP complet avec les étudiants. Complet. De A jusqu'à Z, je les aide à terminer, etc. Et je leur dis donc à la fin, faites un compte rendu. Pas pour
forcément l'évaluer, etc. Mais juste pour qu'il fixe les idées. Mais je dois m'assurer qu'en fait, ils sont arrivés à la fin. Ils ont appris quelque chose, très important. Parce que si l'apprentissage il est faux, qu'est-ce que moi je vais faire avec la note? Il faut donc les ramener, donc, et c'est ça, donc je disais, les compétences. Qu'est-ce que nous voulons? D'accord, c'est pas juste donc avoir une note, mais non, ça c'est pas un objectif. D'accord, donc c'est ça. Bon, très important donc de savoir qu'on est en train de, on est dans la révolution 4.0. Que nous le voulons ou non, on l'est. Des fois peut-être nous on est vieux, mais les jeunes ils le sont. D'accord, très important de savoir ceci. Des fois l'enseignant est en train de voir comment ça marche ceci, etc. Et l'étudiant déjà il le sait. Sauf il y a un problème, donc l'étudiant peut-être, donc moi je peux pas généraliser, mais il y a certains donc ils ont appelé les choses juste en cliquant. Le problème qu'on va donc avoir par la suite pour ceux qui n'apprennent pas donc les choses correctement, c'est le transfert de l'apprentissage. C'est-à-dire lui il a appris tout seul, etc. Mais pour transmettre ceci, ça pose un problème parce qu'il n'a pas la méthode, etc. La façon avec laquelle il a appris, donc c'est pas ça. Donc, les plateformes, donc c'est très important d'adopter des plateformes d'apprentissage intelligentes, ok, avec donc ce qui vont donc aller étudiant par étudiant et pas généraliser le même enseignement pour tout le monde. D'accord. Je donne ici un exemple. Donc, par exemple, un cours d'histoire. Les collègues de sciences de l'éducation, ils peuvent aussi critiquer ça. Donc, donc, la réalité virtuelle elle doit être intégrée ici. D'accord? Donc, sachant qu'on a donc des films, etc., sur donc l'histoire, etc., il ne faut pas donc, disons, donc, priver donc, les étudiants d'avoir accès à cette information. D'accord? Disons, nous, on a appris donc la bataille Oued el-Makhazi. Moi, je ne l'ai jamais visité en tout cas. Mais, par exemple, maintenant, si on parle de Oued el-Makhazi, c'est pédagogique de voir donc Oued el-Makhazi, on prend une photo ou par vidéo, etc. Il faut que ça soit aussi dans il faut que ça généralise, etc. Donc à toutes les choses donc qui, par exemple, qui sont en relation avec notre histoire du Maroc. D'accord? Si on va parler de l'Ayoun Sahara aussi, donc, il faut la voir aussi. La marche verte, etc. Donc, tout ça, c'est très important donc, ça, pour fixer les idées, etc. Donc, la même chose pour un cours de, par exemple, machines électriques, ainsi de suite. Donc, c'est un défi donc, à relever. Et bien sûr, donc, avec les bonnes intentions et puis donc avec les experts donc, qui vont diriger les choses correctement. Et pas juste donc, des arrivants comme ça. Donc, il faut étudier les choses correctement. Parce qu'on est en train de tracer, disons, donc, l'avenir d'une société. Pas juste avoir une solution comme ça, tu la parachutes comme ça. Non. Donc, il faut bien donc, étudier les choses. Bien sûr, donc, consulter tous les experts du monde et des différentes disciplines et respecter les experts du Maroc. Attention, attention. Moi, donc, un TP sur, juste, bon, ça donne un peu donc l'air d'une réalité virtuelle avec, donc, nous, on le fait donc dans le cas de Internet of Things, maison smartphone. Et puis, donc, vous avez donc différents capteurs. Et puis, le contrôle se fait par smartphone. Et puis, tu peux donc aller donc, relever donc, les mesures de chaque capteur, etc. Par exemple, est-ce que le garage est fermé? Est-ce que de la pollution il y a là-bas, etc. Donc, tu peux agir donc, avec le panneau solaire qui va donc alimenter la maison, etc. Donc, différentes... et puis, donc, la programmation qui est faite ici, donc, bon, est faite soit par... nous, on l'a fait donc, avec JavaScript, mais aussi donc, avec Python, donc c'est possible. Bon, ça, c'est ce que j'étais en train de vous dire, donc Smart Factory. Donc, c'est ça. Donc, je vais juste vous passer les images avec le temps qui est limité. Donc, aussi, donc, ce que je disais, donc, avec les capteurs de connaissances, c'est-à-dire nous, donc, on cherche la connaissance. C'est vrai, on est en train de capter les données, mais derrière ça, nous voulons la connaissance.
Ben, des fois, c'est vrai. Des fois, un capteur tout seul, il ne fait pas la connaissance. Il faut le combiner avec un autre capteur. D'accord? Mais il ne faut pas perdre de vue que l'objectif, ce n'est pas juste ramasser les données. C'est vrai, ramasser les données, c'est une étape dans le processus. D'accord? Mais il ne faut pas perdre de vue donc, cet objectif-là qui est donc la connaissance. D'accord? Bien sûr, donc, si je prends donc, Google, etc., donc, avec les années donc, passées, etc., la gratuité des services, c'est pour avoir les données. D'accord? Et maintenant, il est en train d'exploiter les données. Est-ce que nous, on n'a pas les données? Donc, on est en train de générer les données un peu partout. Mais on n'est pas en train d'enregistrer, c'est ça le problème. Et ça, c'est ça, il faut profiter du numérique pour enregistrer. Donc, aussi donc, avec les voitures donc, autoguidées ou autopilotées, etc. Donc, il y a pas mal d'applications donc, qui se font aussi, et de réalité virtuelle. Donc, on peut aussi, donc, réalité augmentée et virtuelle. Des fois, le pilote, donc, jusqu'à présent, il n'y a pas une voiture réglementée à 100% sans pilote. Réglementée. D'accord? Ça existe en laboratoire, mais réglementée. Il y a toujours donc, disons, donc, parce qu'il y a donc des niveaux d'autonomie. Il y a toujours donc le besoin d'un conducteur à côté, etc., qui peut intervenir à tout moment. C'est comme dans l'avion. L'avion, donc, il y a le pilote, mais il peut donc passer donc, au mode de pilotage automatique, mais on ne peut pas donc ne pas voir le pilote dans l'avion. Et obligatoirement, c'est la loi. D'accord? Donc, la même chose ici, donc, par exemple, le pare-brise, on peut donc, ce n'est pas le cas actuellement, mais dans le temps, donc ça va venir le pare-brise avec l'affichage. C'est-à-dire, lorsque tu vas regarder l'espace, mais en même temps, tu peux donc, disons, donc, mettre en le mode affichage. C'est-à-dire, tu regardes donc une voiture donc, qui te donne l'information, etc. Bien sûr, donc, ça va être donc un affichage qui est, disons, léger. Il ne va pas empêcher donc, la vue. D'accord? Plus des réalités virtuelles, donc ils vont vous dire, donc si tu vas passer par cette route-là, bon, ça va poser des problèmes, etc. Donc ça, tu n'es pas passé, mais ça donne donc une réalité virtuelle qui va te laisser juger, avancer ou ne pas. Donc, diagnostic, etc. Donc, ça, c'est avec actuellement, donc, avec tout ce qui est donc, cancer, etc. Et ça, ce que je veux dire, donc, les capteurs donc, de connaissances, c'est-à-dire avoir une décision. Est-ce qu'il a le cancer ou pas? C'est-à-dire de A à Z. Avec les machines qui pensent, d'accord? C'est quoi penser? Donc, on peut être donc d'accord, ne pas d'accord, donc avec les sciences de l'éducation. C'est quoi penser? D'accord? Personne ne peut répondre correctement, pour être sûr. D'accord? C'est quoi l'intelligence humaine? Personne ne peut répondre. D'accord? Et c'est ça qui a posé problème. C'est quoi l'intelligence artificielle? D'accord? L'intelligence artificielle, elle est ancienne. C'est comme la vidéoscopie pédagogique. Elle est ancienne. D'accord? Mais ça change avec le temps. Les objectifs changent. L'intelligence artificielle a commencé les années 50. D'autres, ils disent donc avec les années 30 avec Turing, etc. Mais donc, réellement, le mot a été utilisé dans les années 50, 57. Disons avec l'indépendance du Maroc. D'accord? Mais les objectifs, ils ont changé depuis. D'accord? Et celui qui enseigne le cours intelligence artificielle, ça change avec le temps. D'accord? Les objectifs changent, etc. Bon, ça veut dire qu'il faut mettre ceci donc. Donc, penser, etc., c'est le fait juste d'avoir une décision autonome. C'est ça ce qui est donc nous. Pour nous, par exemple, donc dans donc le côté technologique, donc il y a une machine automatisée, une machine intelligente. D'accord? Plus il y a une différence, d'autres ils peuvent répondre. Par exemple, nous on dit smartphone. En français, on dit téléphone intelligent. Mais en anglais, est-ce qu'il n'y a pas le mot intelligent? Il y a intelligent. Mais pourquoi ils n'ont pas appelé smart? C'est-à-dire ils n'ont pas appelé dès le départ intelligent phone. Donc il faut chercher ici, donc c'est quoi le... Donc quelques recommandations. Moi donc je suis pour, ok, je peux que d'autres sont en désaccord, je suis pour donc la démocratisation de l'apprentissage. Il ne faut pas borner ce qui est ouvert. D'accord? Que ce soit les plateformes d'apprentissage,
Donc, très important de voir les objectifs. L'expérimentation n'est pas limitée au TP. D'accord? Il faut donc encourager donc l'expérimentation ouverte. D'accord? Les TP sont là, donc parce que c'est le contrat d'apprentissage, le contrat d'enseignement avec le ministère. Mais en dehors de ça, donc nous voulons bien que ça continue, que l'étudiant pourrait donc continuer son TP donc chez lui ou faire d'autres TP. Pas forcément la même méthode qui est utilisée, c'est la bonne, pas forcément. Il faut chercher que ça soit. Donc il viendra un jour, c'était incorrect. D'accord? Pas mal de choses existent. La science, elle est relative. Donc, bien sûr, donc, moi, ce que je propose à travers cette présentation, ça, c'est proposer de mélanger donc, la vidéoscopie plus la réalité mixte. Et bien sûr, tout ça, donc, il ne faut pas perdre de vue que nos étudiants, les doctorants, etc., et les citoyens donc, jeunes, nous voulons qu'ils décrochent des emplois. Nous ne voulons pas de démagogie, etc. Nous voulons les emplois. Donc, si par exemple, peut-être certains donc ils ne sont pas donc concernés par ça, dépendamment des disciplines, mais pour moi, par exemple, je cherche toujours, ça c'est très important. D'accord? Parce qu'il y a aussi donc les filières de recherche et les filières professionnelles. Moi, je passe tout de professionnel, et même de recherche aussi, donc l'emploi, c'est quoi par la suite? Donc, soit c'est un enseignant, mais l'enseignant aussi, donc par la suite, il doit être conscient de ça. Et aussi, on ne lui donne pas donc la bonne manière pour juger, etc. Donc, ça va poser problème parce que lui aussi, donc, il va transférer un savoir qui n'est pas à la hauteur. Bon, sur ça, donc, je vous remercie de votre patience et merci. Merci, Saba. On avait vu à travers cette conférence, à travers donc, des exemples concrets donc, sur l'apprentissage, sur l'examen ouvert. Donc, il a insisté que ça doit se passer dans des espaces ouverts en utilisant en utilisant des smartphones, avec les différentes applications que ça contient dans ce smartphone. Comme exemple, donc, il a donné la caméra, donc la vidéoscopie. Donc, la séance des questions est ouverte. Et juste après, il y aura la pause café. Donc, vous avez des questions? Moi, je vais commencer par une question de Mustafa. Donc, on a des jeunes, donc on suit les matchs de football. Où il y a une nouvelle technique qu'ils utilisent, donc c'est ce qu'on appelle le VAR ou la VAR. À la VAR, donc, il y a quelques années, donc on ne pouvait pas la répétition. Donc, il y a une action, par exemple, une action de pénalité, par exemple. Là, donc, où le sort de l'équipe, donc, il devra monter ou descendre une division. Donc, il y a des années, il y avait la répétition, donc vous pouvez répéter l'action. Mais maintenant, avec la VAR, avec les différentes caméras qu'ils utilisent, donc on peut détailler, avoir les détails. Est-ce que ça entre dans la réalité virtuelle ou dans la virtuelle augmentée? Oui, effectivement, donc avec le VAR, etc., donc, parce qu'on doit suivre le ballon, où est-ce qu'il est. Donc, c'est-à-dire, la caméra est en train de, disons, il y a une seule, disons. Bien sûr, il y a plusieurs. Mais parce que le plus important, il faut suivre le ballon. D'accord? À chaque fois, donc, il faut retourner la position du ballon. Donc, ça peut être fait donc, sur le terrain, en passant des capteurs sur le ballon. D'accord? Parce que la caméra doit suivre. D'accord? Donc, ça, si on ajoute, parce qu'il se peut qu'il y a d'autres, donc sur le VAR. Moi, je n'ai pas vu le VAR de près. Il se peut sur le VAR, donc il y a de l'affichage. Donc, ça veut pas être la réalité augmentée. Donc, ils ont l'image. C'est ça. Et donc, ils vont introduire d'autres. Oui, c'est ça. C'est de l'information sur, parce que dans ce que nous voyons, nous, sur la télévision, c'est juste donc les joueurs, etc. Donc, on peut avoir donc d'autres écrans, d'accord? D'autres écrans donc avec réalité augmentée, avec le ballon, avec sa position, etc., où est-ce qu'il est, etc., en détail. C'est-à-dire, parce que c'est très important pour voir, disons, donc, est-ce que c'est un but ou pas? Est-ce qu'il a franchi la ligne ou pas? Donc, ça, très important avec la position. D'accord? Donc, même quand je dis qu'il y a une action de pénalité, est-ce qu'il a une faute? C'est ça, oui, on peut. Puis la prise de décision, elle est intéressante. Oui. Parce qu'il y a certaines choses qui sont en rapport juste avec l'enregistrement et regarder, etc. Revenir en arrière, etc. Regarder. Donc ça peut être fait donc visuellement. D'accord?
Moi, mais je parle de la caméra, donc, parce qu'avant, il y a la caméra, et puis donc tu fais tourner la caméra pour suivre l'action. Disons le caméraman, donc des fois donc il perd son attention, et puis donc l'action a été faite de ce côté-là, et lui, il n'a pas suivi. C'est comme nous, on est en train de regarder, là, ah, il y a un but. On ne l'a pas vu. D'accord? Ça, pour ne pas avoir ceci, donc il y a dans le maintenant. Là, il a été augmenté, c'est-à-dire la caméra peut suivre toute seule le ballon. D'accord? Et puis donc, pour avoir l'exactitude, comme quoi, donc là, et en général, les joueurs, donc, bon, en général, mais il y a des cas aussi. Les joueurs, donc, ils vont suivre le ballon. D'accord? Donc, s'il y a donc une action, etc., comme quoi, donc, il y a pénalité ou pas, donc là aussi, donc, il est donné. Il y a aussi la ligne blanche, c'est une ligne. Oui, oui, c'est ça. Donc, il y a pas mal de choses qu'on ajoute, c'est ça. C'est les choses que nous ajoutons. Il y a certaines choses qui passent sur la télé que nous voyons, il y a d'autres qui ne passent pas. Donc, il y a aussi d'autres personnes, par exemple, l'affichage, peut-être ils ont d'autres affichages que nous, on ne voit pas sur la télé. Ouais. Ça, c'est une application très importante, oui. Il y a de l'argent derrière. Il y a de l'argent derrière, d'accord. Un grand intéressant. Oui, oui, oui. Professeur, alors, s'il vous plaît, est-ce que vous détectez une signature falsifiée? Parce qu'une signature falsifiée, il y a des positions d'un. Alors, une signature non falsifiée, il n'y a pas une position A. Tu passes signature à la main. Ouais. Ça, c'est l'analyse, c'est traitement d'image. C'est juste tu as juste une image de traitement d'image. C'est-à-dire, on peut comparer, donc, c'est-à-dire, tu fais plusieurs signatures. Bon, il y a plusieurs techniques. Parce qu'il y a aussi donc la technique réglementaire. Au tribunal, par exemple, ils vont adopter une technique. Moi, ce que je te propose ici, c'est une technique possible. D'accord? Mais toujours, il y a donc une technique réglementaire. C'est comme aussi donc pour l'échec. Oui, pour l'échec. Oui. Je ne sais pas si tu as vu un film sur ça, la falsification de signature d'échec. Non. Il y a un film sur ça. En tout cas, donc juste avec le traitement d'image, on essaie de faire apprendre au programme, par exemple, la manière. Donc, le style de l'écriture, c'est comme une façon de faire. Par exemple, le E, tu le fais d'une façon. Par exemple, certains, donc, ils font le E, disons, incliné, le Y d'une autre façon. Donc, on fait apprendre au programme ces façons. Pas? Non, c'est-à-dire que l'hexao, donc c'est-à-dire qu'on va donc faire, disons, donc un programme, d'accord? Et ça va rentrer, par exemple, en sécurité. C'est-à-dire parce que en sécurité, ça nous intéresse pas. Moi, par exemple, ça m'intéresse. Les signatures, nous, beaucoup plus, c'est numérique. D'accord? Et puis, donc, le traitement d'image, etc. Voir, donc, si c'est, par exemple, un diplôme, disons un diplôme, falsifié, etc. Donc, la signature, si on la regarde toute seule, donc, traitement d'image. D'accord? Bien sûr, donc, d'autres, c'est visuel, donc, juste pas. Bon. Mais aussi, donc, on peut dire que le document, il est falsifié ou non falsifié. Sur le document. D'accord? Sur le document. Parce que maintenant, il y a certaines fiches, etc. On ajoute dans le document, il y a disons, donc, une clé cachée. C'est comme l'argent. Il y a un holographe qui est caché. D'accord? Il y a aussi dans les diplômes, par exemple, nous à l'école, donc dans nos diplômes, je suppose qu'ils ont continué, parce que lorsque j'étais chef de département, on faisait ça. On achète un papier spécial. Donc, il y a donc, et puis donc, ça par série, c'est comme de l'argent. Donc, on ne peut pas le falsifier. Si tu vas falsifier le papier, c'est un autre papier. C'est comme, etc. Donc, ça, c'est pour éviter, mais pour la signature, ça, il faut développer un programme de traitement d'image auquel on va donc soumettre, donc, c'est-à-dire on va scanner donc la signature, d'accord, et la comparer avec une autre signature qui est correcte, d'accord. Juste des fois, donc, il peut l'autre imiter donc 100% votre signature, parce qu'il y a des erreurs. Donc, chose très importante en intelligence artificielle, il n'y a pas quelque chose de 100%. Il y a toujours donc des zones 99, 98, etc. Donc, il y a donc des taux d'erreur, bon, mais juste ils sont très minimisés. D'accord?
Mais la démarche, c'est ça. Bien. Alors, merci pour votre présentation qui est très intéressante, surtout pour ce qui concerne la réalité virtuelle ainsi que la réalité augmentée. Ma question, c'est à propos de la réalité virtuelle, ainsi que cette réalité qui est basée sur l'imagination. Alors, la question, c'est que comment on peut assurer que l'imagination des apprenants peut atteindre les objectifs ici. Oui, comme je disais, donc c'est vrai, donc des fois on est en train d'imaginer des choses donc existantes, mais des fois aussi donc on peut mélanger l'existant, le réel, avec des choses irréelles. Et les choses irréelles, nous voulons qu'ils soient donc réelles par la suite. C'est-à-dire donner par exemple, disons, il y a pas mal d'étudiants donc ils veulent pas donc travailler en équipe. Il y a certains, je ne sais pas, donc pour les enseignants, peut-être, pour moi, donc chaque fois, certains, des fois, je rencontre un étudiant qui veut travailler tout seul. Moi, je sens que des fois, donc c'est bien de travailler tout seul, il va compter sur lui-même. Donc, mais des fois, donc, je sens peut-être qu'il a un problème de travailler en équipe. Il a un problème psychologique. Parce que le travail en équipe, on essaie de les faire apprendre comment, c'est-à-dire synchroniser, avoir de la patience, etc., avec l'autre, etc. Par exemple, il peut ici ajouter, donc juste pour lui montrer l'autre, qu'est-ce qu'il va faire et toi, qu'est-ce que tu vas faire. Donc lui, par exemple, il est là, il est filmé, donc il est là, on lui ajoute un autre qui va donc essayer de travailler, un bonhomme, qui va être son coéquipier. Juste pour lui montrer, donc, qu'est-ce qui est faisable. Par la suite, cette personne-là, ça va être une vraie personne qui va venir faire le travail. Ou juste un exemple. Ça peut être aussi un capteur qui n'existe pas. Il va faire certaines mesures, etc. Et nous voulons par la suite travailler dessus pour avoir ceci. On va lui dire, donc, tiens, il va donc les entrées, voici les sorties. Voici les, etc. Et puis donc, on va le mettre dans le système, ici. Très important de montrer tout le système. Voir parce que des fois, donc, on oublie donc le contexte. Donc, c'est très important parce que dans l'apprentissage, ce que j'étais en train de dire, des fois, il y a des étudiants en électricité et à la maison, ils ne changent pas la langue. C'est-à-dire, il ne fait rien à la maison. Donc, il ne fait rien. Ça, c'est dangereux. Donc, il faut que lui, donc, ce qu'il a appris, il doit être transmis à la société. Ce n'est pas que nous, on leur fait donc apprendre des choses et ils ne font rien dans la société. C'est-à-dire, on a échoué tous. Il faut que cet apprentissage se transmette à la société. Et c'est ça le service qu'on appelle à la société, rendu à la société. Tout à l'heure, vous avez parlé des travaux pratiques et vous avez dit que vous préférez faire le TP de A à Z. C'est-à-dire ne pas utiliser l'examen. Non, pour tracer les cours. Non, c'est pas ça. Ouais. Non. C'est pas ça. À quoi tu votre question, c'est pas exactement. Bon. Parce que vous travaillez dans une école de. Oui. Et par rapport aux autres enseignants qui travaillent dans les facultés à accès ouvert, qui font des facultés des sciences par exemple, on a des travaux pratiques qui durent 4 heures par exemple. Et on a des milliers d'étudiants. Si on arrive à appliquer l'exao, on peut faire par exemple un TP en 1 heure. Donc on peut faire des TP pour tout le monde. Par contre, si on ne le fait pas, maintenant on ne fait pas de TP pour les premières années. Pour les facultés des sciences, par exemple en physique, on ne fait pas de TP. Et ça ne va pas. Oui. C'est ça. Oui, non, j'ai pas dit que. Peut-être, c'est ça, ouais. J'ai pas dit que je suis contre l'exao, non. Moi, je suis ingénieur de formation, je ne peux pas dire ça. Non, non, l'exao, c'est nécessaire. Moi, je pas. Non. Non, moi, je dis, il faut voir les connaissances. Ça, c'est la méthode. C'est-à-dire, par exemple,
les collègues ils présentent hier donc les capteurs, etc. Juste à connaissance limitée. Donc je peux faire des mesures à base de courant, comme je peux faire des mesures à base de tension. Donc ici, où est-ce qu'il est le problème ici? La méthode, ça change. Mais la connaissance, c'est ce que je dois atteindre. Moi, donc, je dis, il faut donc faire très attention aux connaissances que nous voulons atteindre, que nous voulons faire apprendre à nos étudiants. Et de démocratiser la méthode. D'accord? Il ne faut pas donc se borner donc à une seule méthode. Très important parce que dans la suite, donc, des fois, donc, c'est comme, on va leur dire, ça c'est la méthode, ça c'est la méthode. Les étudiants, pour lui, donc, certains, ils sont devenus des profs, ils font la même chose. Ils n'innovent pas et ça, c'est problématique pour l'avenir. C'est ce que je dis. Moi, je dis que l'Exao, c'est ouvert. L'Exao, c'est un concept. L'Exao, c'est un concept. C'est-à-dire, tout ce qu'ils ont présenté, c'est des cas. Mais c'est un concept. D'accord? On ne peut pas s'en passer de l'expérimentation. Ça, c'est clair et net. D'accord? Moi, je dis, dans les méthodes, les techniques qui sont présentées, il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs. D'accord? Il y a les moins chers, les plus chers, etc. Mais faire attention. Des fois, si on cherche les choses qui sont très moins chères, peut-être on a perdu certaines connaissances. C'est ce que je veux dire. Et aussi, viser les niveaux. Parce que, donc, comme vous dites, moi, je suis à l'EST, on a niveau Bac plus 2, Bac plus 3. On a des chercheurs aussi. D'accord? Alors, moi, j'enseigne, par exemple, en réseau informatique, par exemple, pour Bac plus 2. Pour Bac plus 3 aussi. Est-ce que je dois enseigner la même chose pour les deux? Si je le fais, c'est incorrect. D'accord? Je dois donc savoir les objectifs. C'est-à-dire le TP, etc., il faut viser les compétences. D'accord? Parce qu'un technicien, c'est un technicien. Un ingénieur, etc. Donc, je ne peux pas faire apprendre parce que le temps, il est limité. D'accord? Donc, c'est ce que moi, je veux dire. Mais l'expérimentation, c'est obligatoire. La dernière question. Monsieur Azizi, oui. Donc, à la fin de sciences, il y a tout à fait un laboratoire XPLS qui vient de commencer, où vous avez presque 60% des expériences en physique de façon gratuite. Bon, ça marche. Ça marche, vous allez lancer ça aux étudiants, ils vont le faire chez eux, hein, donc de façon virtuelle, on peut faire le pendule, on peut faire même un dosage isotopique, etc. Mais ça, c'est du virtuel. Après, ils passent au TP, c'est-à-dire qu'ils vont mouiller les pattes. Alors, la réalité, ce n'est pas la même chose. Virtuel, c'est un TP parfait. Vous donnez une valeur, ça vous donne, multipliez l'équation, ça vous donne le point, etc. Donc, ça vous donne une belle route. Mais dans la réalité, ce n'est pas ça. Vous allez faire un TP de chimie, ce n'est pas un TP virtuel que vous avez obtenu à 100%. Et ça, je peux l'étaler aussi au TP qu'on fait maintenant en médecine, sur l'anatomie. Donc, il y a plusieurs TP virtuels, ça marche très bien. Mais quand on va à la dissection réelle, ce n'est pas la même chose. Donc, les gens sont confrontés avec la réalité, la vraie réalité, hein, c'est pas le. Donc, pour les étudiants, c'est sûr, nous, on leur donne, par exemple, une loi physique ou en chimie, et donc, ils vérifient ça. Donc, des fois, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, on apprend beaucoup de choses. Quand ça marche, c'est automatique. Quand ça marche, on n'apprend rien du tout. Hein? Et quand ça ne marche pas, ça mon chef le dit toujours. Tant qu'il y a des problèmes, tu apprends. Tant qu'il n'y a pas de problème, tu n'apprends rien du tout. C'est comme si vous mettez quelque chose dans un sac. Et donc, nous, en Exao, c'est dans le but d'avoir un esprit constructif. C'est-à-dire que l'étudiant, c'est lui qui va réfléchir. On va exciter son intelligence. Il va pas, avec ça, si vous tapez ça, vous aurez ça. Hein? Donc là, il devient de plus en plus bête, entre parenthèses. Hein? Donc, il ne va pas réfléchir. Mais quand il aura des problèmes, par exemple, hier, donc, le petit machin élastique là pour la colonne, hein? Alors ça, on n'a pas, monsieur le fil, on a passé beaucoup de temps pour savoir est-ce qu'il faut tirer le fil ou bien il faut le lâcher. Ça, c'est un petit aspect. Par contre, virtuellement,
il y a un chiffre comme ça dessiné, vous tapez, oui, ça marche. Mais non, dans la vie, ça marche pas. Donc, il faut réagir intelligemment. Donc, il n'y a pas plus intelligent que l'être humain. Quoi que vous faites, sa intelligence, c'est une mauvaise traduction. Ça n'a rien à voir avec Dhaka. Si vous prenez la définition de l'intelligence de Dhaka, ça n'a rien à voir. Et jusqu'à présent, personne n'a défini de façon exacte ce que c'est l'intelligence. C'est un nom commercial ou ainsi de suite. Je pense que ça, c'est l'aspect expérimental de la chose. Voilà. Merci. Moi, j'ai bien aimé, ça va, j'ai bien aimé l'expression, c'est que l'intelligence artificielle, elle prétend remplacer l'intelligence humaine. Non, ils ont changé d'objectif. Ça, c'était les années 50. Juste pour vous dire, moi, je suis pas, donc, juste pour moi, je suis pour l'apprentissage correct. D'accord? Mais il y a certaines méthodes qui sont définies. Par exemple, parce que ce que vous dites là, la réalité, etc. Parce que, hein? Nous voulons donc tous, non, on est d'accord sur, nous voulons tous un apprentissage correct, c'est ça. Mais c'est relatif, c'est ça. Donc, correct pour toi, c'est pas forcément pour moi. Ce que je veux dire, vous parlez ici d'un problème de compétence. C'est-à-dire savoir faire le TP, dépanner les erreurs du TP. Mais la connaissance, c'est quoi? La connaissance, c'est le résultat. Moi, tout dépend de vous. Sur les données. Non, les données, c'est des valeurs. On évalue, on fait. C'est ça. Tu ramasses les données dans un tableau finalement. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce TP-là? Tu remplis un tableau. Tu fais la cour, etc. Et après les analyses. Est-ce que les analyses, etc., après ce que tu as donc relevé, tu vas les faire avec le TP? Non, ces analyses-là, c'est un côté technique. C'est post-expérimentation. L'interprétation de ces données. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, très important. Mécanique. Les techniques, purement techniques. Je vous donne un exemple. L'étudiant, on ne va pas comme un automate. Il va faire ça. Non. Le plus important, c'est l'interprétation correcte de ça. Et de sortir une loi de ces. Oui, mais c'est la même chose. Tu l'as déjà borné. C'est ça le savoir. Tu l'as déjà programmé. La façon de faire les TP, c'est déjà programmé. C'est déjà programmé. Tu as déjà ramené ça, le schéma. Tu l'as déjà programmé. C'est la même chose que tu vas faire avec ça. C'est déjà programmé. Donc, qui s'achète? Bonjour, professeur Moussaoui, CMF. D'abord, je vous remercie pour la présentation de cette conférence. J'ai deux questions. Donc, je voudrais avoir, parce que j'ai entendu l'apprentissage correct. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par l'apprentissage correct, parce que ce concept n'existe pas dans la science de l'éducation. Le problème qu'on a donc avec ces technologies, avec l'intégration de ces technologies dans l'enseignement, apprentissage et sciences, c'est que comment on peut les intégrer en respectant le modèle basé sur l'approche par compétence. Pour vous respecter les principes qui sont basés sur cette approche. Et la dernière question, c'est que on sait que la connaissance se construit à travers des modèles. Et il y a un modèle qui dit que, un modèle du bas qui dit que l'apprentissage se passe à travers l'interaction entre différentes représentations sémiotiques, à savoir la langue naturelle, à savoir les représentations graphiques, à savoir les représentations symboliques, les représentations numériques, etc., par l'intermédiaire de deux principes. Le principe de la conversion et le principe de la transformation à l'intérieur de chaque représentation. Donc, je commence par la dernière. Donc, tous les termes que tu viens de citer, ils sont là.
D'accord? Il faut juste les... Parce que dans la vidéo, donc tu as les représentations, tu as tout. D'accord? Et de ça, tu vas extraire aussi pas mal d'informations. Tout ce que nous faisons, plus ou moins, on peut donc le faire extraire. Et moi, je ne dis pas qu'il faut se limiter à ça. Je parle juste d'une partie de l'expérimentation. Et je dis, donc il faut donc aller encore explorer. D'accord? Si jamais donc on arrive à un niveau où vous dites, tiens, là, c'est sûr qu'on ne peut pas le faire par réalité mixte, ou etc. Donc il faut trouver d'autres moyens, compléter. D'accord? C'est ce que je veux dire, moi. Les symbolisations, représentations, les diagrammes, etc., tout ça, on le fait. D'accord? Et c'est un complément. En tout cas, un exemple. Un exemple, par exemple, des fois, on parle de laboratoire. C'est-à-dire, on est en train de faire, disons, un TP sur la papeterie. D'accord? Produire du papier. Papier. Et jamais on a visité une papeterie. Jamais on a visité une papeterie. Est-ce que, donc, pour moi, l'apprentissage, il est incomplet? Parce que finalement, cette personne-là, il va travailler dans la papeterie. Et jamais il l'a visité. D'accord? Moi, je propose de compléter ceci, au moins, si ce n'est pas possible, visiter réellement, par une visite virtuelle. D'accord? Et augmenter dans le sens qu'on va expliquer donc les différentes choses. D'accord? Donc ça, c'est très important, ça complète l'apprentissage. Moi, je vous parle là pas par les définitions, la conceptualisation, etc. Moi, je parle par expérience. D'accord? Parce que moi, donc, je ne suis pas dans les sciences de l'éducation. Mais tout ça, donc, nous, on l'utilise. Ouais. Oui, c'est ça. On a la même chose. Donc, attends, quel exemple? Même si c'est ça part de votre aimable disponibilité. Alors, si vous avez une avance, avant la pause du café, on va faire la photo du groupe, l'entrée du bâtiment. شكرا. نعم. عندك